Besiyata dishmaya, besimana tava, besiman tov ou mazal tov. On commencera ma sechet Betsa. Betsa daf bet. Alors cette masechet traite principalement du sujet de Yom Tov. D'ailleurs, certains l'appellent non pas masechet Betsa, mais ils l'appellent masechet Yom Tov. Car c'est le sujet. Ça fait partie du Seder Zmanim. On a 6 sections dans le chasse. Le chasse, ça veut dire Shisha Sedarim. Il y a 6 sections. Il y a le Seder Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadashim, Taharot. Dans le Seder Moed, et c'est celui-ci que nous étudions actuellement, Moed qui veut dire le temps est marqué par des stations. Le Shabbat. Donc c'est la première Masechet de Moed, c'est Masechet Shabbat. On a la fête importante de Pessah. C'est la deuxième du Seder Moed, Masechet Pesachim. On a Masechet Shkalim, qui est en rapport avec Purim. Le mois de Hadar, on avait la mitzvah du Machatzit HaShekel. On a Masechet Yoma, c'est Kippour. Masechet Sukkah, Sukkot. Et maintenant, Masechet Betsa, c'est Yom Tov en général. Donc on a 3 Yom Tov, plutôt 4, Pessah, Shavuot, Sukkot et Rosh Hashanah. Car Kippour, c'est plutôt comme Shabbat. Alors voilà. Maintenant, cette Masechet va démarrer en nous faisant part de 3 débats. 3 discussions qui ont eu lieu entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos du Yom Tov. Premier sujet, ça va être l'histoire de l'œuf pondu pendant Yom Tov par la poule. Deuxième sujet, c'est le Hametz à Pessah. Troisième sujet, c'est le Kisui Hadam pendant Yom Tov. Alors, je ne vais pas expliquer d'emblée, on va le faire au fur et à mesure. Betsa shenolda beyom tov, Bet Shammai omrim te'achel, ou Bet Hillel omrim lo te'achel. Voici la première mahloket. Quel est le din lorsque la poule a donné naissance à un œuf pendant Yom Tov? Aujourd'hui, ça nous paraît être un débat totalement théorique, abstrait, parce que nous, comment on a des œufs? On va au magasin, on achète un carton d'œufs. À l'époque, les gens avaient un poulailler. Et ils avaient des poules, énormément de poules, et les poules, chaque jour, donnaient naissance à des petits œufs. Ils pondaient des œufs. Et c'est comme ça qu'on avait de l'œuf à profusion à la maison, grâce aux poules. Alors, question, Yom Tov. Voilà, c'est Yom Tov. On a plein d'œufs et on a envie de faire des œufs frais. La maman qui envoie son enfant va chercher des œufs là-bas du poulailler. Alors le mari entend ça et dit, mais non, au Daf Yomi, j'ai appris que c'est assourd. Betsa shenolda beyom tov, Bet Shammai omrim teachel. Bet Shammai disent permis, mais Bet Hillel disent lo teachel. Bet Hillel interdisent. Bizarrement et étrangement, Bet Hillel sont mahmirim et Bet Shammai mekilim. Généralement, c'est le contraire. C'est Bet Shammai qui est strict et Bet Hillel qui est plus tolérant. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a cité ces 3 mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel dans cette même Mishnah? 3 débats qui n'ont rien à voir. C'est vrai que ça parle de Yom Tov, mais il y a une mahloket, on parle de l'œuf. Une mahloket, on parle du Hametz. Une mahloket, on parle du Kisui Adam. Pourquoi est-ce qu'on a mis les 3 sujets dans la même Mishnah? Quel rapport? Eh bien, le point commun, c'est que dans ces 3 mahloket, Bet Hillel sont stricts et Bet Shammai sont tolérants. Le contraire de l'habitude. En général, c'est Bet Shammai qui est mahmir, Bet Hillel mekel, et là c'est le contraire. Voilà pourquoi on a cité ces 3 mahloktot à propos du Yom Tov entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors répétons, quel est le din de l'œuf?
pondu pendant Yom Tov, a-t-on le droit de le manger? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Et la halakha est comme toujours, comme Bet Hillel, à part 6 exceptions dans le chasse. Mais sinon, en général, la halakha est comme Bet Hillel, et en effet, on n'aura pas le droit de manger l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Et pour quelle raison c'est interdit? C'est le travail de la Gemara. Dans la Gemara, on va retrouver 5 opinions pour nous expliquer la raison de l'interdiction de cet œuf. Pourquoi Bet Hillel ont interdit? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Un œuf. Pendant Yom Tov, on a le droit de cuisiner. J'ai envie de me faire un œuf au plat. Pourquoi l'œuf qui a été pondu hier est permis et l'œuf de Yom Tov interdit? Maïesh. On verra après dans la Gemara. Deuxième mahloket. Bet Shammai omrim, seor bekazait, behametz, bekakotevet. Ou Bet Hillel omrim, ze vaze bekazait. Qu'est-ce que ça veut dire? Hametz, on le sait, on n'a pas le droit d'en manger pendant Pesach. Mais pas seulement le hametz, même la levure, le seor. Mais non seulement qu'il est interdit d'en manger, il est interdit même d'en posséder. Comme il est écrit, Lo yira elecha hametz, velo yira elecha seor, bechol gevulecha. Il ne faut pas que le hametz et le seor ne soient vus dans toute ta frontière. Ça veut dire, tu ne dois pas posséder du hametz ou posséder du seor. Le seor, est-ce qu'il est mangeable? Non. Qui est-ce qui mange de la levure? Personne. Mais le seor, il est encore plus grave que le hametz. On va voir maintenant à ce propos. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire fermenter d'autres pâtes. Le hametz, il est lui-même fermenté, mais il n'a pas la force de fermenter d'autres pâtes. Mais le seor, himutso, caché. Le himutz, la fermentation qui est en lui, est encore plus intense que le hametz lui-même. Alors, regardons la mahloket. Bet Shammai omrim, seor bekazait, behametz bekakotevet. Ou Bet Hillel omrim, ze vaze bekazait. Encore une fois, Bet Hillel sont plus stricts que Bet Shammai. Bet Shammai disent, le hametz, tu n'as pas le droit d'en posséder, le seor non plus. Mais quel est le volume de l'interdiction? Minatora, on ne va donner une sanction qu'à partir du moment où la personne avait un shi'ur minimal chez elle à la maison. Quel était le shi'ur minimal? Pour le hametz kazaït, comme le volume d'une olive. Pour le, pour le seor kazaït, comme le volume d'une olive. Mais pour le hametz, qui est moins grave que le seor, alors on va être tolérant. On va dire, même si tu as kazaït, on ne va pas te sanctionner. Quand est-ce qu'on va te sanctionner? Que si tu as kakotevet, comme le volume d'une date. Qu'est-ce qui est plus gros? Une date ou une olive? Une date. Alors, on te dit, d'après Bet Shammai, pour le hametz, je suis plus tolérant que... Pardon. Oui, pour le hametz, je suis plus tolérant que pour la levure. La levure, dès que tu as le volume d'une olive, tu es en infraction minatora. Mais pour le hametz, eh bien, si tu as qu'une olive, tu n'es pas en infraction minatora. Quand est-ce que tu seras en infraction? Que si tu avais à la maison comme le volume d'une date de levure. Mais Bet Hillel, ils sont plus mahmirim, ils sont plus rigoureux. Ils disent, Zé, vazé, bekazaïd, que ce soit du hametz, ou que ce soit du seor, les deux, c'est le même volume. Kazaït. Si tu as le volume d'une olive de hametz, tu es en infraction. Passons maintenant à la troisième mahloket. Bet Shammai omrim, Ashochet hayav arof beyom tov. Quelqu'un qui aurait fait la shhita pendant Yom Tov d'une haya ou d'un off. Vous savez qu'est-ce que c'est que haya? Une bête sauvage. Off,
Un oiseau, une volaille. Pourquoi est-ce qu'ici on n'a parlé que de Haya et de Rof? Pourquoi on n'a pas parlé de Behema? Quelle est la différence entre Behema et Haya et Rof? Bravo. Behema, c'est un animal domestique. Les bovins, les ovins, comme par exemple le bœuf, la vache, le mouton, l'agneau, la brebis, tout cela, ce sont des bêtes domestiques. On fait de l'élevage. Mais vous avez des bêtes sauvages qui sont cachères, comme le cerf, la gazelle, le daim. Ça, on n'a pas parlé de ça. Ayal, Tsevi, Veyahmour. Ayal, Tsevi, Yahmour, Théo, Ako, Dishon, Théo, Zamer. Les 7 bêtes sauvages qui sont permises, qui sont cachées. Alors quelqu'un qui va prendre un cerf, il va lui faire la shrita. Ou quelqu'un qui va prendre un mouton, va lui faire la shrita. Il va y avoir du sang qui va couler du mouton, il va y avoir du sang qui va couler du cerf. Quelle est la différence entre ce sang et ce sang? C'est que le sang du mouton, il n'y a pas de mitzvah de le recouvrir. Ce qu'on appelle la mitzvah de Kisui Adam, de recouvrir le sang. Il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam pour la BMA. Que pour la Haya, que pour la bête sauvage. Le cerf, la gazelle, tu lui fais la shrita, tu dois recouvrir le sang. Pareillement, le rof, tu lui fais la shrita, tu dois recouvrir son sang. Voilà pourquoi la Mishnah a parlé que de Ashohet, Haya, Vaof. La bête sauvage, cachère, le rof, cachère. C'est tout. Alors maintenant, les frères et les amis, le problème c'est quoi? Maintenant c'est Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit de faire la shrita pendant Shabbat? Assour, pendant Yom Tov, permis. Pourquoi? Car Yom Tov, la Torah nous a permis de manger, de cuisiner pour manger, de préparer la nourriture. J'ai le droit de faire la shrita pendant Yom Tov pour manger de la viande fraîche, la volaille fraîche. J'ai le droit. Mais maintenant, comment je fais pendant Yom Tov pour le Kisui Adam? Comment tu fais? Quel est le problème? Eh bien, tu as du sable, non? À l'époque, les gens savaient, ils avaient le couteau de shrita, ils faisaient la shrita, ils prenaient le sable, ils mettaient dessus, ou de la cendre, ils mettaient dessus. Ils avaient des bacs à sable. Mais maintenant, le bonhomme, il n'a pas préparé son bac à sable, ou il s'est vidé. Alors, il a dans le jardin du sable. Est-ce qu'il a le droit de creuser, ou bien est-ce qu'il a le droit de prendre du mouktsé? Mais Kitsour, ici, il y a plein de questions qui se posent. Alors regardez. Ashohet Haya Ba'of Beyom Tov, celui qui a fait la shrita d'une bête sauvage ou d'une volaille pendant Yom Tov, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent permis, Yahpor Badeker Veichase, qu'il creuse avec la pelle et qu'il recouvre. On verra plus tard dans la Gemara, comme ça dit Rashi, Ksheyeshlo Deker Nautz Miberodium. On parle de quelqu'un qui avait déjà la pelle qui était plantée dans le sable avant Yom Tov. Et maintenant, on verra aussi qu'on parle de Afar Tihouah. C'est quoi Afar Tihouah? Comme du sable fin qui est déjà effrité. Parce que sinon, il faut le savoir, on n'a pas le droit de moudre de la terre. Si je prends une motte de terre et je l'effrite pendant Shabbat Yom Tov, j'ai fait la Avera de Tohen, moudre. On n'a pas le droit de moudre. Alors ici, on parle du sable fin. Il est déjà effrité. Le sable, il est déjà séparé les uns des autres. De ce fait, il n'y a pas de problème de Tohen. Seulement, est-ce qu'il y a un problème de Hofer, de Horesh? Alors si c'est à l'extérieur, dans le jardin, oui. Mais si c'est à la maison, faire un trou à la maison, c'est pas labourer, c'est esquinter la maison. Qu'est-ce que tu me fais un trou ici à la maison? Alors, à l'extérieur, dans le champ, c'est une mélacha de Horesh. Labourer, c'est assourd de faire un trou dans la terre. À la maison, tu as le droit, et tu as besoin de terre, tu as besoin de sable,
Alors c'est pas Horesh, parce qu'au contraire tu es Mekalkel, tu abîmes ta maison. Et Hachamim ont dit, puisque quand tu abîmes, c'est Assour que Midera Banan, car toutes les Melachot interdites par la Torah, c'est quand tu fais un tikkun, une réparation. Mais quand tu abîmes, mais Kalkel, c'est Assour que Midera Banan. Pour manger Yom Tov, on lui a permis un Issour des Rabanan. Et donc il va prendre cette pelle qui était déjà plantée dans le sable, et il va ramasser ce sable, et il va recouvrir le sang. Mais Beth Hillel disent non, ça ne suffit pas d'avoir une pelle plantée avant Yom Tov dans le sable. Lo ishhot elaim ken ayalo afar muchan mi be'od yom. Beth Hillel disent il fallait d'abord, avant Yom Tov, d'avoir un bac à sable. Si tu as du sable dans ton bac à sable, ça veut dire que tu as préparé, donc c'est pas moukhtse. Mais sinon, il y a un problème ici. Si ce n'était pas Mouchan mi be'od yom, si tu n'avais pas préparé le bac à sable, donc ce sable il est moukhtse, tu ne pourras pas l'utiliser. Ou modim, mais tout le monde est d'accord, chez im shahat, chez yahpor bad deker v'ichase, et c'est là qu'on arrive à ce qu'on a dit. D'après Bet Shammai, on a le droit de prendre la pelle et de creuser dans le sable. Même si la pelle n'était pas là avant Yom Tov. Mais d'après Bet Hillel, ce serait permis que si la pelle était là avant Yom Tov. C'est comme une préparation. C'est comme si tu as préparé le sable. Chez Efer Kira Mouchanou, maintenant, la Gemara va nous dire que la dernière phrase de la Mishnah, elle n'a aucun rapport avec ce qu'on a étudié auparavant. On parle de Efer Kira, la cendre du fourneau. À l'époque, ils cuisaient avec du charbon, il y avait beaucoup de cendre dans le fourneau. Cette cendre-là, elle peut être utilisée pour recouvrir le sang du Kisui Adam. Alors maintenant, avant on a parlé de sable, et maintenant tu parles de cendre. Quel rapport? Je dis comme ça. Si tu avais de la cendre de la veille, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord que cette cendre, elle est prédisposée à être utilisée pour toutes sortes de besoins. À l'époque, ils vivaient autrement que nous. À l'époque, ils avaient sur le sol de la terre battue. Et donc, quand un enfant il faisait des saletés, il marchait sans les couches, prenait de la cendre, il recouvrait avec la saleté. La cendre, elle servait à pas mal de choses. Eh bien, la cendre des braises de la veille, c'est pas moukhtse. Tout le monde le sait que c'est fait pour être utilisé. Mais la cendre d'aujourd'hui, j'ai mis des braises, c'était du bois. J'ai mis du charbon, c'était du charbon. Maintenant, c'est de la cendre, c'est une nouveauté, c'est moukhtse. Quand on dit Efer Kira Mouchanou, la cendre du fourneau n'est pas moukhtse. C'est quand il est mouchan, il était déjà prêt depuis la veille avant Yom Tov. Voilà les amis, on a terminé la Mishnah, je récapitule. On a vu 3 sujets. Bet Shammai et Bet Hillel débattent et sont en mahloket par rapport au din de l'œuf qui a été pondu Yom Tov, permis ou interdit. Bet Shammai permettent, Bet Hillel interdisent. Le Hametz, est-ce que c'est aussi grave que le Seor? Selon Bet Hillel, oui. Kazaït, comme le Seor. Tandis que Bet Shammai disent non. Le Hametz, c'est moins grave que le Seor. Seor Bekazaït, Hametz Bekakotevet. 3e débat à propos du Kisui Adam. A-t-on le droit de prendre du sable? J'ai ma pelle, j'ai du sable. Ai-je le droit de prendre du sable ou bien est-ce que c'est moukhtse? Bet Shammai disent permis, Bet Hillel disent interdit. Dans quel cas ils sont d'accord qu'on a le droit? C'est si la pelle était plantée depuis la veille. Également, la fin de la Mishnah, c'est le din de la cendre. La cendre, est-ce qu'elle a un statut de moukhtse ou permise? Réponse, permise si c'était de la cendre avant Yom Tov, interdit si cette cendre est née pendant Yom Tov par la combustion des braises. Gemara. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la première discussion de la Mishnah, à savoir l'œuf pondu par la poule pendant Yom Tov. A-t-on le droit de manger cet œuf, oui ou non? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Pourquoi? Chacun a dit ce qu'il a dit. Bemai askinan. De quoi parle-t-on dans la Mishnah?
Elima betarnegolet haomedet laachila. Maïta maïhu de bet Hillel. Ochla de afratu. Ela betarnegolet haomedet legadel betzim. Maïta maïhu de bet Shammai. Muktsehi. La Gemara se demande, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un œuf qui a été pondu par une poule qui était réservée à la consommation, ce qu'on appelle une poule chez Omedet la Achila? Le propriétaire avait l'intention de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Eh bien, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi l'œuf serait interdit, même si cette poule a pondu un œuf. Mais j'aurais pu manger la poule entière. Et j'avais l'intention de manger la poule entière. Et si j'avais fait la shrita à cette poule et que j'ai trouvé un œuf à l'intérieur de son ventre, j'aurais mangé la poule avec l'œuf qui est dedans. Alors maintenant, parce que l'œuf est sorti, c'est pour ça que tu me l'interdis. Pourquoi, Beth Hillel, tu m'interdis? Mais pourtant, c'est Ochla de Afrat. C'est quoi Ochla de Afrat? Afrat en araméen, ça veut dire Nifrad en hébreu. Séparé. C'est comme si j'ai pris un couteau, j'ai coupé un citron en deux. Tu me dis, cette partie du citron est permise, cette partie elle est interdite. C'est illogique, ce n'est pas cohérent. C'est quoi un œuf d'une poule qui est sortie d'une poule? La poule, j'avais le droit de la manger. L'œuf, s'il était dans la poule, j'avais le droit de le manger. Maintenant que l'œuf s'est séparé de la poule, tu me dis, l'œuf est interdit. Pourquoi interdit? C'est comme si j'ai coupé un citron en deux. Alors, j'ai compris. Si tu m'interdis, si Beth Hillel interdise, c'est qu'on ne parle pas d'une poule qui était destinée à être mangée. On parle certainement d'une poule qui était destinée à pondre des œufs. Tarnegolet, poule, haomedet, réservée, legadel betzim, à faire de l'élevage d'œufs, à pondre des œufs. Ah, maintenant j'ai compris. Ah, maintenant j'ai tout compris. Si cette poule n'était pas réservée à la consommation, elle était réservée à la production, alors ce monsieur n'avait pas du tout l'intention de manger cette poule. Donc si cette poule n'était pas consommable, c'est-à-dire qu'elle n'était pas faite pour être mangée, donc évidemment, elle-même elle est mouktsé. Et si elle-même elle est mouktsé, donc le produit de cette poule est aussi mouktsé. Ah, ça j'ai compris. Pourquoi Beth Hillel interdise l'œuf? Alors pourquoi Beth Shammai permette? Si je comprends l'un, je comprends plus l'autre. Si j'ai compris pourquoi l'œuf est interdit, parce que cet œuf provient d'une poule qui elle-même est mouktsé, donc le produit du mouktsé est mouktsé, alors je ne comprends pas pourquoi Beth Shammai ont été permissifs. Voilà la question d'Agmara. Je récapitule la question d'Agmara. L'Agmara dit de deux choses l'une. Soit on parle d'un œuf qui est né d'une poule qui était destiné à être mangé, soit on parle d'un œuf qui est né d'une poule qui était réservée à l'élevage, qui n'était pas faite pour être mangée. Quand c'est réservé à la consommation, la poule n'est pas mouktsé. Lorsque cette poule elle est destinée à la production, à la reproduction, à l'élevage, donc la poule elle-même est mouktsé. Alors dans ce cas-là, je ne comprends, ou bien je ne comprends pas l'un, ou je ne comprends pas l'autre. Si on parle dans la Mishnah d'une poule qui est réservée à la consommation, je ne comprends pas celui qui est interdit. Pourquoi Beth Hillel vous avez dit que l'œuf est interdit? Betsa chez Nolda et Yom Tov, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, interdit à la consommation. Pourquoi interdit? Mais si je peux manger la mère, je peux manger l'œuf. Car si l'œuf, je l'avais trouvé dans le ventre de la mère, je l'aurais mangé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il est sorti. Et alors? Et si on parle d'une poule qui emmènette les gadel betzim, qui est destinée à l'élevage d'œufs, alors dans ce cas-là, pourquoi Beth Shammai ont été permissifs? Pourquoi ils ont dit permis? Mais même la mère, je ne peux pas la manger. À plus forte raison, l'œuf. Réponse. La réponse d'Agmara, elle est sous forme d'étonnement. L'Agmara dit, oh maïkouchia, c'est quoi ta question? Elle est belle, mais elle est fausse. Pourquoi? Maïkouchia. Dilma Beth Shammai, litlehu, mouktsé. Peut-être que Beth Shammai ne tiennent pas de la notion de mouktsé. C'est-à-dire, nous connaissons la grande mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Dans le chasse tout entier,
à chaque fois on nous rappelle l'opinion de Rabbi Yehuda et l'opinion de Rabbi Shimon à propos du Mouktsé. Rabbi Yehuda, il est strict. Il dit Mouktsé Asur Shabbat, Mouktsé Asur Yom Tov. Rabbi Shimon dit Mouktsé permis Shabbat, Mouktsé permis Yom Tov. Alors, la Gemara dit peut-être que Bet Shammai est permissif à propos de l'œuf pondu Yom Tov parce qu'il pense comme Rabbi Shimon qui permet le Mouktsé. Et donc, c'était quoi ta question? Tu m'as dit, de quelle poule s'agit-il? Est-ce que c'est une poule qui est Mouktsé ou pas? Si c'est une poule qui est Mouktsé, pourquoi Bet Shammai ont permis? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. La poule, elle est réservée à la production, pour de l'élevage. C'est Mouktsé pour Bet Hillel, et ce n'est pas Mouktsé pour Bet Shammai, car Bet Hillel, il pense comme Rabbi Yehuda, qui interdit le Mouktsé. Et Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon, qui permet le Mouktsé. Zéro. Et la vie est belle. Quelle est ta question? La Gemara dit, voilà pourquoi il a posé la question. Kasal Kadatin, celui qui a posé la question, il pensait, Afilu mandeshari be Mouktsé benolad asar. Azmaïta maïhu de Bet Shammai. Il pensait que, même si on disait que Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon, que le Issour de Mouktsé n'existe pas, mais c'est uniquement le Mouktsé, mais pas le Nolad. Vous savez qu'est-ce que c'est que Nolad? Nolad, c'est quelque chose qui vient de naître. Mouktsé, c'est quelque chose qui existait. Seulement, il était Mouktsé. Nolad, c'est quelque chose qui n'existait pas avant Shabbat, avant Yom Tov. Comme l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Il est Nolad. Il est né. Il vient d'arriver au monde. Alors, la Gemara a supposé qu'il y a des niveaux dans le Mouktsé. Il y a Mouktsé et Nolad. Nolad, c'est pire que Mouktsé. Juste, j'ouvre une parenthèse. Le mot Mouktsé, la racine, c'est katsé. Vous savez, c'est quoi le katsé? C'est l'extrémité, le bout. Mouktsé, ça veut dire que dans ma tête, dans mon esprit, le Shabbat, j'écarte et j'éloigne de mon esprit toutes sortes d'éléments que je ne vais pas utiliser. Le marteau, je ne vais pas l'utiliser. Le feutre, je ne vais pas l'utiliser. C'est ça, la notion de Mouktsé. Anissam Bakatsé. J'oublie. Pour moi, ça ne rentre pas dans mon cadre de vie, Shabbat. Mouktsé. Alors, on nous dit comme ça. Rabbi Yehuda, il interdit de déplacer le Mouktsé. Mais Rabbi Shimon dit, non. Un homme n'exclut pas tout. Ça se trouve ici. Ça se trouve ici. Qui t'a dit qu'il a exclu? Il peut maintenant le transporter, peut-être qu'il veut faire du rangement, il le prend de là à là. Marbaya. Pour Rabbi Shimon, le Mouktsé n'existe que pour Nolad. Quelque chose qui n'était pas là dans le monde. Donc il ne peut pas avoir pensé à ça. Puisqu'il n'était pas dans le monde, alors il n'y a même pas pensé. Voilà pourquoi il a posé la question. Maintenant on comprend le fond de la question. Il lui dit, Bet Shammai, Makava, comment vous permettez un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov? Admettons que Bet Shammai sont permissifs comme Rabbi Shimon, qui dit que le Mouktsé Shabbat n'est pas interdit. Mais, malgré tout, ils auraient dû interdire l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, puisque cet œuf n'existait pas avant Yom Tov. Il est Nolad. Alors là, c'est un Mouktsé plus grave, que même Rabbi Shimon devrait accepter et admettre d'interdire. Alors pourquoi Bet Shammai ils ont permis? Maintenant on a compris la question. La réponse, Amar Rab Nachman, Le'olam betarnegolet ha'omedet legadel betzim. Be'emet, on parle dans la Mishnah d'une poule qui était réservée à la production, à l'élevage d'œufs. Vedeit le Mouktsé it le nolad. Vedeit le Mouktsé it le nolad. Bet Shammai ki Rabbi Shimon, Bet Hillel ki Rabbi Yehuda. Il lui dit voilà, il y a juste un petit réglage à faire. Toi, tu as cru qu'il y avait un décalage entre Mouktsé et Nolad. Mouktsé,
Rabbi Shimon permet, mais Nolad, Rabbi Shimon interdit. Alors Bet Shammai, pareil, il pense comme Rabbi Shimon, mais même Rabbi Shimon lui-même, il interdit le Nolad. Comme ça tu as cru. Eh ben c'est faux. C'est pareil. Nolad et Moukhtse, kif kif. C'est exactement pareil. Et donc, Rabbi Yehuda qui interdit le Moukhtse, il interdit le Nolad. Rabbi Shimon qui permet le Moukhtse, il permet le Nolad. Voilà pourquoi Bet Shammai permettent et Bet Hillel interdisent l'œuf, car Bet Hillel il pense comme Rabbi Yehuda qui interdit le Moukhtse et le Nolad, et Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon qui permet le Moukhtse et le Nolad, et tout va bien dans le meilleur des mondes. On a compris la Mishnah. Récapitulatif. Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Betza Shenolda Beyom Tov. Permis ou interdit? Bet Shammai disent permis. Bet Hillel disent interdit. Pour quelle raison? Eh bien parce que Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon que le Moukhtse est permis, et Bet Hillel il pense comme Rabbi Yehuda, Moukhtse interdit. D'accord, mais ici on ne parle pas de Moukhtse, ici on parle de Nolad. Il lui répond, Nolad égale Moukhtse. Celui qui interdit Moukhtse interdit Nolad, celui qui permet Moukhtse permet Nolad. Voilà, tu as compris pourquoi Bet Shammai permet et Bet Hillel interdit. Maintenant, la Gemara va nous expliquer, et plutôt va poser une question, une autocontradiction de Rav Nachman. Umi amar Rav Nachman hachi. Celui qui nous a répondu maintenant, c'est Rav Nachman. Mais comment est-ce possible que Rav Nachman ait dit une chose pareille? Mais il se contredit, car on a trouvé ailleurs dans le Chasse, où Rav Nachman lui-même a dit que Bet Shammai, il pense comme Rabbi Yehuda, et Bet Hillel comme Rabbi Shimon. Alors, on va voir la contradiction. On va lire lentement. Umi amar Rav Nachman achi, est-ce que Rav Nachman aurait pu dire une chose pareille? Ve'atnan, Bet Shammai omrim, makbihim me'ala shulchan, atzamot u klipin, ou Bet Hillel omrim, mesallek et atavla kula u na'ava. Ve'amar Rav Nachman, anu en lanu ela Bet Shammai ki Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel ki Rabbi Shimon. Il est écrit dans une Mishnah que Shabbat, il ne faut pas prendre les épluchures, les écorces et les déchets avec sa main. C'est Moukhtse. Alors comment tu fais? Tu prends la nappe et tu la secoues pour ne pas prendre avec tes mains les déchets qui ne sont pas mangeables, car ils sont Moukhtse. Magbihin, mais Bet Shammai disent permis. Magbihin, mais ala shulchan, atzamot ou klipin. Tu peux prendre les os, les arêtes, les peaux, les épluchures, les déchets, aucun problème. Alors, qui permet et qui interdit? Bet Shammai permettent et Bet Hillel interdisent. Bet Shammai omrim, magbihin me'ala shulchan atzamot ou klipin, ou Bet Hillel omrim, mesallek et atabla kula ou mena'ara. Il prend la table et il la secoue. Ça veut dire il prend la nappe et il la secoue. Rav Nachman dit, attention, il y a une erreur. Il faut changer, il faut intervertir. Au lieu de Bet Shammai, tu mets Bet Hillel, et au lieu de Bet Hillel, tu mets Bet Shammai. Ça veut dire, c'est qui permet de prendre les peaux avec la main? Bet Hillel. C'est qui interdit? C'est Bet Shammai. Alors, ça veut dire quoi? Que Rav Nachman a dit que Bet Shammai interdise le Moukhtse comme Rabbi Yehuda, et Bet Hillel permettent le Moukhtse comme Rabbi Shimon. Mais c'est le contraire de ce qu'il a dit avant. Car avant, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Que Bet Shammai permettent l'œuf pendant Yom Tov, parce que Bet Shammai ne tiennent pas du Moukhtse. Ils pensent comme Rabbi Shimon. Bet Hillel interdit l'œuf pendant Yom Tov, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, qui tient de l'interdiction de Moukhtse. Alors une fois, il fait dire à Bet Hillel que le Moukhtse est interdit comme Rabbi Yehuda, Yom Tov, et une fois, il fait dire à Bet Hillel que le Moukhtse est permis comme Rabbi Shimon pendant Shabbat. Alors, contradiction. Rav Nachman se contredit. Réponse, il n'y a pas de contradiction. Amar lecha Rav Nachman, Gabe Shabbat, desatam lantana ki Rabbi Shimon, ditnan mechatechin et adelu'in, lifnei behema,
ואת הנבלה לפני הכלבים, מוקים לה לבית הלל כרבי שמעון. אבל גבי יום טוב, דסתם לנתנה כרבי יהודה, דתנן, אין מבקעים עצים מן הקורות, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, מוקים לה לבית הלל כרבי יהודה. Rav Nachman, en fait, il a remis les pièces du puzzle à leur place. Quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que la halakha, elle est comme Bet Hillel. Généralement, quand on a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, la halakha, elle est comme Bet Hillel. Cette fois-ci, ce qu'a voulu faire Rav Nachman, c'est de faire correspondre Bet Hillel avec la halakha. À propos du Mouktsé, il y a parfois une autorisation, parfois une interdiction. Shabbat, on est plus cool. Shabbat, on est plus cool par rapport au Mouktsé. Yom Tov, on est plus mahmir, on est plus sévère par rapport au Mouktsé. Et on verra après dans la Gemara pourquoi, je peux vous le dire dès à présent. La Gemara va nous expliquer que Shabbat, c'est grave aux yeux des gens. Yom Tov, c'est négligé par les gens. Étant donné que Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, et Shabbat, c'est sous peine de carette et de skila, les gens ont peur de transgresser le Shabbat. Hachamim ont été plus cool par rapport au Mouktsé, qui est une interdiction rabbinique. Mais Yom Tov, comme on a le droit de cuisiner, et qu'il n'y a pas de chiyuv mita, les gens se permettent de négliger. C'est pour cela que justement les Hachamim ont été plus stricts et plus sévères par rapport au Mouktsé. Alors regardez comment c'est beau. Toujours là, la est comme Bet Hillel. Alors, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis au diapason Bet Hillel avec la halakha. Pendant Shabbat, la halakha est comme Rabbi Shimon qui permet le Mouktsé. Pendant Yom Tov, la halakha est comme Rabbi Yehuda qui interdit le Mouktsé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dire à Bet Hillel la halakha. Shabbat, il lui a fait dire permis, le Mouktsé. Et Yom Tov, il lui a fait dire Mouktsé interdit. Alors, à propos de l'œuf pendant Yom Tov, Bet Hillel osrim. Bet Hillel interdit. Pourquoi? Mouktsé. Mouktsé Yom Tov interdit. Eh bien, c'est Bet Hillel dont la halakha est comme Bet Hillel, ce sont eux qui interdisent. Car Yom Tov, ils pensent comme Rabbi Yehuda qui interdit le Mouktsé. Shabbat, on n'a pas besoin de faire des humrot et mettre des barrières particulières, car de toutes les façons, les gens respectent. Tu peux te permettre Shabbat d'autoriser le Mouktsé. Et donc, le Bet Hillel, Shabbat, ils autorisent le Mouktsé comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, toujours il permet le Mouktsé, que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov. Rabbi Yehuda, toujours interdit le Mouktsé, que ce soit Yom Tov ou soit Shabbat. Mais Bet Hillel, il pense comme Rabbi Shimon pour Shabbat, il pense comme Rabbi Yehuda pour Yom Tov. C'est ça ce qu'il a fait Rav Nachman. Et nous, Rav Nachman le savait. C'est extraordinaire. C'est qu'il a trouvé, on va voir, deux stama. Vous savez c'est quoi stam? Stam Mishnah. Toujours dans les Mishnayot, Rabbeinu Kadosh écrit le nom de l'auteur. Rabbi Meir Omer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Yossi Omer. Toujours il cite le nom. Et parfois il dit comme ça la halakha, stam, sans citer le nom. Pourquoi? Halakha qui stam Mishnah. Quand on ne donne pas le nom de l'auteur, c'est pour faire croire que tout le monde pense pareil. Ça fait l'unanimité, à l'exception de la minorité qui s'y oppose. Mais dans l'absolu, c'est ça la halakha. Stam Mishnah. Alors Rav Nachman a trouvé que Rabbeinu Kadosh, le rédacteur d'un Mishnah, à propos de Yom Tov, il a écrit une Mishnah Stam pour interdire le Mouktsé. À propos de Shabbat, il a écrit une Mishnah Stam pour autoriser le Mouktsé. Alors Rav Nachman se dit, mais pourquoi il a fait ça? Ah, j'ai compris. Shabbat, il veut permettre le Mouktsé comme Rabbi Shimon.
Yom Tov, il veut interdire le Mouktsé comme Rabbi Yehuda. Et comme nous avons une règle, que entre Bet Shammai et Bet Hillel, Halakha et Bet Hillel, alors il faut toujours faire correspondre Bet Hillel à la Halakha. C'est comme l'autre qui a mis la flèche, et après il a dessiné le cercle autour de la flèche. Il dit, je suis en plein dans le mille. Mahon, c'est trop facile. Hein? Si tu mets la flèche d'abord, après tu dessines, tu es le champion du monde. Mais, alors, en fait, c'est ce qu'a fait Rav Nachman là. D'abord, il a vu c'est quoi la halakha, et après il a dit, Mahlokel Bet Shammai Bet Hillel, c'est sûr que Bet Hillel, ils ont dit ce qu'il faut dire d'après la halakha. Il a accordé les violons. Et maintenant, on va lire tout ça dans le texte. Regardez, dans les 6 dernières lignes de la page d'Afbet Hamoud Aleph. Non, pardon, les 4 dernières lignes. Amar Lecha Rav Nachman. Gabé Shabbat, à propos de Shabbat, des Satam Lantana, qui est Rabbi Shimon, où le Tana a été Sotem, c'est-à-dire qu'il a écrit une halakha sans donner le nom de l'auteur. Ditnan, comme on retrouve une Mishnah dans la Sefet Shabbat, où il est écrit mais Hatechin et Adeloin lifnei behema. On a le droit de couper des courges devant la bête pendant Shabbat, et on ne considère pas que c'est un travail inutile, car la bête, elle ne peut pas manger des gros potirons si tu ne lui coupes pas le gros potiron plutôt la grande courge, en petits morceaux. Donc c'est nécessaire. Vetanevela lifnei kelavim, tu as le droit de prendre une charogne et de la couper en morceaux devant la bête, devant le chien, pour qu'il puisse manger. Et la question est de savoir, mais cette nevela, elle est mouktsé, car la bête, elle était vivante à l'entrée du Shabbat, et puisqu'elle est morte, cette bête, pendant Shabbat, elle n'était pas destinée à être mangée. Comment maintenant tu peux la donner à ton chien? Mais c'est c'est mouktsé. Réponse, cette Mishnah, elle pense comme qui? Comme Rabbi Shimon, qui ne tient pas de l'interdiction du mouktsé. Voilà pourquoi, pendant Shabbat, Rabbeinu Akadosh a écrit permis. C'est bon, puisque c'est permis, Mokimla les Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Alors Rav Nachman a dit, Bet Hillel il pense comme Rabbi Shimon que le mouktsé est permis. Quand on dit Bet Hillel il pense comme Rabbi Shimon, il faut bien comprendre la chronologie. Rabbi Shimon il est venu bien après Bet Hillel. Mais ça veut dire que l'esprit et l'opinion de Rabbi Shimon, c'est l'opinion de Bet Hillel. Abalga be Yom Tov, des Satam Lantana qui Rabbi Yehuda, mais à propos de Yom Tov, où le Tana a été sévère, comme Rabbi Yehuda, dites Nan, où est-ce qu'on retrouve que le Tana a écrit une Mishnah pour interdire le mouktsé pendant Yom Tov? Il est écrit En mevakerin etzim minakorot. On n'a pas le droit d'utiliser comme combustible des poutres de bois qui étaient réservées à la construction. Velo minakora shenishbera beyom tov. Et on n'a pas le droit non plus d'utiliser comme combustible pour mettre dans le fourneau ou la cheminée une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov. Et pourquoi on n'a pas le droit? Car au début de Yom Tov, la poutre, elle était entière. Puisqu'elle était entière, elle faisait partie du mur. Elle faisait partie de la construction. Maintenant, elle s'est cassée. Alors maintenant, elle est mouktsé. Puisque à l'entrée du Yom Tov, elle était mouktsé. Ça reste mouktsé tout le Shabbat, tout le Yom Tov. Alors, à Botaï, cette Mishnah permet le mouktsé ou interdit le mouktsé? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Je répète. On n'a pas le droit d'utiliser les poutres, soit destinées à la construction, soit faisant partie de construction, même si c'est cassé pendant Yom Tov. Interdit. Alors cette Mishnah, elle est permissive ou au contraire? Elle interdit. Très bien. Alors, cette Mishnah, elle interdit comme qui? Comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Comme Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda qui interdit le mouktsé. Alors, Mokimla, les Bet Hillel qui est Rabbi Yehuda. Rav Nachman,
il prend des loupes. Il prend une loupe. Il regarde à la loupe. Oh, Mishnah Shabbat, Mouktsé, permis. Oh, Mishnah Yom Tov, Mouktsé, permis. C'est quoi ça? Ici, tu as dit Satam Lantana, Shabbat, Mouktsé, permis. Ça veut dire quoi? Que tu es possède la halakha comme Rabbi Shimon. Yom Tov, Satam Lantana, Mouktsé, interdit. Ça veut dire quoi? La halakha comme Rabbi Yehuda. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rav Nachman? Il prend Bet Hillel, Mokela qui est Bet Hillel, ici Mokela qui est Bet Hillel. Il met Bet Hillel comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Yehuda Yom Tov et comme Rabbi Shimon Shabbat. Ok. Mais maintenant la Gemara va poser la question, elle va dire, mais Rabbi lui-même, pourquoi il a fait ça? Il se contredit, Rabbi. Mirde, puisque Man Satmeh le Matnitin, c'est qui le rédacteur de la Mishnah? Rabbi, c'est Rabbeinu Akadosh. Maïshna be Shabbat, de Satamla ke Rabbi Shimon, ou Maïshna be Yom Tov, de Satamlan Tana ke Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Rabbi se contredit? À propos de Shabbat, il a dit tu as le droit de couper la charogne devant la bête. Pourtant la charogne, elle est morte pendant Shabbat. Donc elle était mouktsé à l'entrée du Shabbat. Pourquoi il a dit que c'est permis? Et pourquoi à propos de Yom Tov, quand la poutre elle s'est cassée pendant Yom Tov, il a dit puisque l'entrée de Yom Tov, la poutre elle était mouktsé, elle reste mouktsé tout le Shabbat. Comme Rabbi Yehuda. Pourquoi pour Yom Tov il est strict? Pourquoi pour Shabbat il est cool? Après, ils ont dit, voici l'explication. Shabbat de Hamira velo atele zalzuleba satamlan ke Rabbi Shimon de Mekel Yom Tov de Kil ve atele zalzulebe satamlan tana ke Rabbi Yehuda de Mahmir. C'est-à-dire, les Chachamim ont analysé la psychologie. L'homme, le juif, il a beaucoup de considération pour Shabbat. Moins pour Yom Tov. Il y a un risque. C'est que si tu lui permets le mouktsé pendant Yom Tov, alors là, il va dire, Yom Tov, c'est rien du tout. De toutes les façons, Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Yom Tov, il n'y a pas de chiyuv skila, il n'y a pas de chiyuv karet. En plus, il n'y a pas de issur mouktsé. Allez, Yom Tov, c'est comme un jour de semaine. Hasle Shalom, il peut profaner le Yom Tov. Alors là, les Chachamim ont dit, on va mettre une barrière de sécurité. On va interdire le mouktsé Yom Tov, mais on n'a pas besoin de l'interdire Shabbat, car Shabbat, de toutes les façons, les gens respectent. Ils ont peur de transgresser le Shabbat, de le profaner. Voilà pourquoi Shabbat, on n'a pas interdit le mouktsé, et Yom Tov, oui. Shabbat, on a été posé comme Rabbi Yehuda qui est interdit, et nous, et Yom Tov, on a été posé comme Rabbi Yehuda. Alors je répète, j'ai mal dit, Shabbat, on a été posé comme Rabbi Shimon qui permet, et Yom Tov, on a été posé comme Rabbi Yehuda qui interdit. Jusqu'ici, c'était difficile, et maintenant, ça va être facile. La Gemara pose la question, elle dit, Bemay okimta, betarnegolet aomedet legadel betzim, ou mishum mouktsé. Si on retourne à la case départ, tu m'as dit qu'il y a un problème de mouktsé dans cet œuf. Parce que sa mère, elle n'était pas destinée à être mangée. Elle n'était pas réservée à la consommation. C'était une poule qui était réservée à l'élevage. C'est la raison pour laquelle l'œuf qui a été pondu est mouktsé parce qu'il est nolad. D'accord. Yachi, ademefalge bebetza, les flégou betarnegolet. Pourquoi est-ce qu'ils se sont focalisés sur l'œuf? Ils auraient pu avoir le même débat par rapport à la poule. Est-ce que la poule est permise Yom Tov, oui ou non? Bet Shammai dit permis, parce qu'ils n'ont pas le mouktsé. Et Bet Hillel dit interdit, parce qu'on interdit mouktsé pendant Yom Tov. Pourquoi ils ont parlé de l'œuf? Ils auraient pu parler directement de la poule. La réponse, Lehodirach HaKohan de Bet Shammai de Benolad Shari. C'était pour te montrer la force de Bet Shammai, c'est qu'ils permettent pas seulement mouktsé, mais même nolad. C'est gentil. Ils ont permis pas seulement la mère, mais même l'œuf qui vient d'être pondu, qui est nolad, qui est un mouktsé plus grave que mouktsé classique. Et malgré tout, ils permettent. Voilà pourquoi on a parlé de l'œuf. Alors la Gemara dit,
Veliflog betarnegolet leodiacha kohan de betilel de bemukse asre. Pourquoi tu dirais pas l'inverse? Qu'il vaut mieux qu'ils discutent de la poule elle-même pour nous donner un chidouche, lequel? Que Beth Hillel, ils interdisent non seulement l'œuf qui vient de naître, mais ils interdisent même la poule qui était là. Étant donné que l'homme l'avait réservée à la production, à l'élevage, il n'avait pas l'intention au début du Yom Tov de manger cette poule, eh bien, elle est interdite à la consommation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt cherché à nous donner cet aspect de la mahloket? Réponse, Ritema koach de'etera adif. En fait, nous avons une règle. Koach de'etera adif. La force du permissif est plus grande que celui qui est rigoureux. Je m'explique. Quand vous posez la question à un rave, Rabbi, c'est permis ou interdit? Quand le Rabbi dit interdit, c'est facile. Il n'a pris aucun risque. Combien de temps ça lui a mis pour dire interdit? Une fraction de seconde. Quand il doit dire permis, vous savez combien d'heures il doit travailler avant? Il doit travailler 30 heures avant pour trouver le permis. Pourquoi permis? Allez, prouve, démontre, fais des analyses approfondies. Koach de'etera adif. La force de celui qui permet est plus grande que la force de celui qui interdit. Car interdire, c'est facile. Alors peut-être que c'est pour cela qu'on a préféré parler de l'œuf plutôt que de parler de la poule. Car quand tu parles de l'œuf et que tu dis que Beth Shammai autorise de manger l'œuf pendant Yom Tov, bien qu'il soit né pendant Yom Tov, nolad, ça c'est une bombe atomique de permettre même le nolad. C'est pour cela qu'on a parlé de l'œuf. Mais malgré tout, permets-moi d'insister. On aurait dû parler des deux, de l'œuf et de la poule, pour nous donner deux chidushim. Le chidouche de celui qui interdit et le chidouche de celui qui permet. Celui qui permet même l'œuf. Et celui qui interdit, il interdit même la poule. Et là, tu aurais eu deux chidushim. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Veniflog betarbayou. On aurait dû nous présenter la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, pas uniquement par rapport à l'œuf, mais même par rapport à la poule. Les deux. Tarnegolet aromet les gadel betzim, hi ou betzata, Beth Shammai omrim te'achel, ou Beth Hillel omrim lo te'achel. Voilà. Pourquoi on n'a pas fait ça? À cause de cette question, Rabba réfute toute cette explication qu'on vient d'étudier de Rav Nachman. Et il dit que la raison de la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de l'œuf, ce n'est pas lié au muktzeh, c'est-à-dire ce n'est pas lié à la notion de muktzeh en général, ou nolad, c'est relatif à un problème qu'on appelle en hébreu hachana. Hachana. Et là on va terminer le sujet avec cet hachana. Et la marabba le'olam betarnegolet haomedet la'achila. Rabba nous dit qu'on parle ici be'emet, non pas comme a dit Rav Nachman, qu'on parle d'une poule qui est destinée à l'élevage. Faux. On parle ici d'une poule qui est destinée à être mangée pendant Yom Tov. Alors, quel est le problème de l'œuf? Si la poule elle-même, elle n'est pas muktzeh, puisque tu peux la manger, tu devrais pouvoir manger également l'œuf qui a été pondu, puisque c'est comme si tu prenais un citron que tu coupais en deux. La Gemara nous dit quelque chose de très beau. Pourquoi est-ce qu'ici Beth Hillel interdise Beyom Tov shehaliyot ahara shabbat askina ou mishum achana? Rabba te dit Beth Hillel interdise parce que il y a un problème de achana. C'est quoi ça? On parle, nous dit la Gemara, ou beyom tov shehaliyot ahara shabbat askinan ou mishum achana, et kassava Rabba kol betza demitielda haidana me etmol gamrala. Quand vous voyez, par exemple, un œuf qui a été pondu, vous croyez qu'il s'est fabriqué en un jour, pitom, clic-clac, on a un œuf. Pas du tout.
il y a de la préparation avant. Dans le ventre de sa mère poule, il y a eu toute une formation, une constitution, une fabrication. Et une fois qu'il est complet l'œuf, avec le jaune et le blanc et la coquille, avec les finitions, maintenant que tu as un œuf tout beau, tout prêt, hop, la mère l'a pondu. La poule a pondu l'œuf. Étant donné que un œuf qui est né aujourd'hui a été fabriqué hier, la fabrication, la préparation, elle a été faite quand? Shabbat. Donc ici, on parle d'un Shabbat qui a précédé Yom Tov. Voilà pourquoi c'est interdit. La Mishnah parle d'un problème de Hachana. Lorsque l'œuf est né Yom Tov, et que Yom Tov est tombé un dimanche, ça veut dire que l'œuf il s'est préparé dans le ventre de la poule, Shabbat. Donc Shabbat a préparé pour Yom Tov. On n'a pas le droit de jouir d'une préparation shabbatique. Et d'où on l'apprend? On va voir tout de suite qu'on l'apprend de la manne céleste. Il est dit dans le désert, Vehaya bayom hashishi, vehechinu et asher yaviu. Le vendredi, ils allaient récolter la manne et préparer le repas shabbatique, puisqu'il y avait une double part. Rien ne tombait Shabbat. C'était le vendredi qu'on avait une double ration. Et de ce fait, quand tu prépares vendredi pour Shabbat, tu as compris. Hol, mechin le Shabbat. Mais en Shabbat, mechin le Yom Tov. Mais en Yom Tov, mechin le Shabbat. Donc un œuf pondu pendant Yom Tov qui vient après Shabbat, qui tombe dimanche, ou l'inverse. Un œuf qui est pondu Shabbat qui tombe après Yom Tov. Vendredi c'était Yom Tov. Shabbat, on a un œuf. Quand est-ce qu'il a été fabriqué dans le ventre de la mère? Yom Tov is not good. Il faut que ce soit le Hol qui prépare pour Shabbat ou pour Yom Tov. Mais pas Shabbat pour Yom Tov et ni Yom Tov pour Shabbat. Et de ce fait, on a compris. Voilà pourquoi l'œuf n'est pas permis. Seulement la question que la Gemara va poser, elle est légitime. Encore, je comprends, lorsque Yom Tov tombe après Shabbat. Mais un Yom Tov classique, pourquoi est-ce que tu interdis? Il n'y a pas de raison. Et la Gemara va dire, Gzera Yom Tov à tout Shabbat. C'est-à-dire que le Yom Tov, on interdit tous les Yom Tov, de peur qu'on se permette un Yom Tov qui tombe après Shabbat. On va lire tout ça. Et là, Maraba, les Olam Betarnegolet Aomedet la Achila. On parle Béhémet ici d'une poule qui est destinée à être mangée. Ou Yom Tov Shehal, Liyot Ahara Shabbat Askinan. Et on parle ici d'un Yom Tov qui est tombé dimanche, après Shabbat. Ou Mishum Achana. Et ce, pour le problème de préparation. On apprend de la manne. Les Kassava Rabba, et Rabba pense, Kol Betza de Mitian Leda Haidana, mais Etmol Gamrala. Tout œuf qui a été pondu aujourd'hui, en fait, il a été fabriqué la veille. Ve Rabba est armé, et Rabba est fidèle à sa propre opinion. Ve Amar Rabba, Maïdirtiv. Qu'est-ce qu'on apprend du Passouk? Behaya Bayom Hashishi, Vechinu et Asher Yaviu. Dans le désert, à propos de la manne, il est dit que le vendredi, ils devront préparer le repas shabbatique avec la manne. Hol Mechin le Shabbat, Ve Hol Mechin le Yom Tov. Un jour de vendredi qui est un jour classique, un jour profane, c'est ce jour-là qu'on prépare pour Shabbat. Ce jour-là, on peut préparer pour Yom Tov. Aval en Yom Tov mechin le Shabbat, mais en Shabbat mechina le Yom Tov. Mais Yom Tov ne peut pas être un jour de préparation pour Shabbat. Et ni Shabbat ne peut être un jour de préparation pour Yom Tov. C'est pour cela que si Yom Tov il tombe après Shabbat ou Shabbat après Yom Tov, l'œuf est interdit. Amar le Abaye. Alors Abaye dit, et la merata Yom Tov be'alma tishtari. Alors dans ce cas-là, il faudrait permettre un œuf qui a été pondu lors d'un Yom Tov classique, un Yom Tov qui n'est pas tombé dimanche, un Yom Tov qui est lundi, mardi, mercredi. Il n'y a pas de raison d'interdire. Et pourtant la Mishnah n'a pas établi de distinguo. La Mishnah n'a pas dit tel Yom Tov oui, tel Yom Tov non. Non, elle a été générale. Et de ce fait, l'œuf est interdit, même un Yom Tov classique qui ne tombe pas après Shabbat. Pour quelle raison? Et la Gemara de répondre, Gezerah.
c'est juste un décret rabbinique. Mishum Yom Tov Ahara Shabbat. C'est-à-dire, de peur que tu te sers de cet œuf, même dans un Yom Tov qui tombe dimanche. Et là, c'est sûr que c'est interdit. Voilà pourquoi on a interdit, même lorsque Yom Tov tombe lundi, mardi, mercredi. Shabbat deralmat ishtare. Alors la Gemara demande, un Shabbat quelconque, pourquoi est-ce qu'un œuf qui a été pondu par la poule, l'œuf est interdit? Réponse, Gezerah Mishum Shabbat Har Yom Tov. De peur que tu te permettes également dans un Shabbat qui tombe après Yom Tov. Alors la Gemara dit, Omi Gazrina, est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de me dire là? Qu'on fait une Gezerah, une barrière de sécurité, Ve'atania. Pourtant, on n'a pas installé de barrière de sécurité, on n'a pris aucune mesure de précaution dans le cas suivant. Ashohet et Tatarnegolet. Umatzaba Betsim Gemurot. Mutarot Leofla Beyom Tov. Ve'im Ita Ligzor Mishum Hanach. Demitial Ledan Beyom Ehon. Il lui a dit, si tu commences à faire des Gzerot, Gzera, j'interdis ça de peur que tu fasses ça, j'interdis ça de peur qu'il fasse. Alors tu as peur des confusions. Moi je te propose une nouvelle précaution. Et tu devrais installer une barrière de sécurité et interdire. Quoi? Si quelqu'un a fait la shrita d'une poule, et il a trouvé dans le ventre de la poule un œuf entier, qui était prêt à être pondu, permis de manger? Oui. Tu devrais interdire, par mesure de sécurité. Car si tu lui permets de manger cet œuf pendant Yom Tov, demain un autre va dire, oh moi j'ai vu qu'on a le droit de manger un œuf du jour, eh bien, moi aussi je vais manger un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Il faudrait interdire de manger des œufs du jour, de peur que la personne fasse une confusion, puisque les Chachamim ont toujours le souci de mettre des barrières de sécurité. C'est un peu comme la police. Dès qu'ils voient qu'il y a un risque d'accident, eh bien ils vous mettent des barrières de sécurité. C'est normal. Si pour la vie physique, on prend tellement de précautions, on met des détecteurs de fumée, des portes coupe-feu, alors pour la Torah qui est la vie éternelle, on ne va pas mettre des mesures de sécurité? Évidemment que oui. Alors pourquoi tu n'as pas pris cette mesure de sécurité? Si le bonhomme a fait la shrita d'une poule, il a trouvé un œuf dans le ventre, pourquoi tu autorises la consommation? Mais celui qui va voir que tu manges cet œuf pendant Yom Tov, un jour il va manger même un œuf pondu pendant Yom Tov. Cet œuf interdit, cet œuf permis, mais il faudrait mettre une barrière de sécurité. Réponse. Amarle, Betsim Gemurot Bim'e Iman, Milta de la Shrihahi, ou Milta de lo Shriha, lo Gazru Barabanan. Il lui a dit, des œufs dans le ventre, c'est rare. Que tu fasses un shrita et tu trouves un œuf dans le ventre tout près. Alors, étant donné que c'est rare, on a une règle. Les Hachamim ne prennent jamais en considération des choses rares, uniquement des choses fréquentes. Quand le risque est fréquent, alors on met des barrières de sécurité. Par exemple, je ne sais pas moi, vous allez dans le désert, il y a des endroits, des sentiers dangereux, il n'y a pas de barrière de sécurité. Qui va marcher là-bas? Une fois, un pèlerin qui se retrouve tout seul. Donc, en effet, ils ne mettent pas de barrière de sécurité. Mais dans les routes, dans les zones urbaines, dans les autoroutes, combien de barrières de sécurité? Parce que là, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est comme ça. Hachamim, par principe, n'instaure et n'institue des décrets que par rapport à des choses qui sont shechiha. En araméen, ça veut dire fréquente, courant. Mais si ce n'est pas fréquent, il n'y a pas d'interdit rabbinique. Voilà, Moray Rabotai, vous avez terminé le DAF bête. C'est vrai que c'était le DAF, on va dire, un peu dur, un peu riche, avec beaucoup de sujets, mais c'est que le premier DAF qui est difficile. C'est toujours comme ça. Les débuts sont durs, mais après, ça coule de source. Le DAF de demain, c'est le plus facile.